Ben quoi? Non, vous ne rêvez pas, pour cette vidéo, nous avons été invités à bord de l'A320 pour vous parler des avions, et plus particulièrement de leur impact sur le réchauffement climatique. Bon, alors on a été invités, mais comme mon acolyte il n'avait pas son pass sanitaire, il a été obligé de rester à l'extérieur. Et entre nous, c'est pas plus mal. Nous sommes sur le vol Nice-New York, et oui, parce qu'il y a un vol direct en partant de Nice, et figurez-vous qu'on va mettre à peine 8 heures pour rejoindre le pays des obèses, le pays de la liberté. Bref, j'espère que le trajet va bien se passer parce que moi j'ai un petit peu peur en avion. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que les avions contribuent de façon majeure au réchauffement climatique. Si bien qu'en 2018, le Fleischkamm, la honte de prendre l'avion, est apparu en Suède sous l'impulsion de Greta Thunberg. Mais est-ce vraiment justifié? Est-ce que l'avion c'est vraiment pire que la voiture? Bah pour aller à New York, la voiture, c'est pas facile. Oh non, pas lui. Ouais c'est bon, j'ai réussi à choper le micro de l'hôtesse de l'air. Entre nous, je crois qu'elle a un petit faible pour moi. Permets-moi d'en douter. Mais bon, puisque t'es là, est-ce que t'as une petite idée de comment l'avion contribue au réchauffement climatique? Bah ça, tout le monde le sait. Les avions brûlent du kérosène, ce qui produit du CO2, et donc effet de serre, réchauffement climatique, tout ça. Effectivement, c'est pas faux, mais c'est quand même loin d'être la seule chose. En fait, il y a tout un tas d'autres effets qu'on appelle des effets non CO2. Les avions rejettent par exemple des oxydes d'azote, les NOx. Dans l'atmosphère, les NOx peuvent réagir avec l'eau pour former de l'ozone qui est alors fortement augmenté à court terme. Et l'ozone est justement un gaz à effet de serre hyper puissant. Bon, d'un autre côté, les NOx réagissent avec un autre gaz à effet de serre, le méthane, 25 fois plus puissant que le CO2 et conduisent à sa destruction. C'est plutôt cool pour l'effet de serre. Il y a ensuite une émission d'aérosols de sulfate, qui réfléchissent directement la lumière du soleil et qui participent donc aussi au refroidissement. Quand on a dit tout ça, on n'a toujours pas parlé de ce qui fait le plus d'effet sur le réchauffement climatique. Dans certaines zones, notamment très humides, les avions forment des traînées de condensation. Il arrive que ces traînées se transforment en cirrus. Mais en Cirrus White, hein, pas en Cirrus Black. Ce sont des nuages formés de cristaux de glace, et ils occupent une part non négligeable dans le ciel. Mais c'est bien ça, non? Les cirrus réfléchissent la lumière du soleil et participent au refroidissement, non? C'est vrai que d'un côté, les cirrus augmentent l'albédo de l'atmosphère. Mais d'un autre côté, ils vont aussi accroître fortement l'effet de serre, plus qu'ils ne réfléchissent la lumière. Et c'est d'autant plus vrai la nuit, où il n'y a plus de lumière à réfléchir, mais où l'effet de serre est toujours actif. Avec tout ça, on peut dresser le bilan radiatif de l'aviation. Le bilan radiatif. Ouais, enfin, effet de serre quoi. Sur ce tableau, on peut voir que le CO2 relâché par l'aviation et accumulé dans l'atmosphère depuis 1940 participe à hauteur de 34,3 mW par mètre carré. Si on compte tous leurs effets positifs et négatifs, les NOx contribuent à hauteur de 17,5 mW par mètre carré. Les émissions d'aérosols de sulfate contribuent à moins 7,4 mW par mètre carré, et enfin, les cirrus contribuent à 57,4 mW par mètre carré. Au final, les effets non CO2 ont plus d'effets que les effets CO2. Il faut noter tout de même qu'on a une grande incertitude sur les effets non CO2. Ajoutez à cela d'autres petits trucs dont j'ai pas parlé, et vous obtenez le forçage radiatif de l'aviation, qui est d'environ 100 mW par mètre carré. Mais attends, pourquoi il n'y a rien écrit sur les interactions entre aérosols et nuages? Effectivement, les aérosols peuvent agir sur la formation des nuages. Ils auraient plutôt un effet de refroidissement. Mais à l'heure actuelle, les données sont tellement incomplètes que l'incertitude est beaucoup trop grande et qu'on préfère ne pas les représenter. Et sinon, 100 mW par mètre carré, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Avec 1,1 gigatonne de CO2 émises en 2018, le trafic aérien représente 2,56% des émissions totales de CO2 dans le monde. Ce chiffre prend en compte la combustion du kérosène, mais également ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire la production et l'acheminement du carburant jusqu'aux avions. Mais puisqu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie, l'aviation civile représente 3,5% du forçage radiatif mondial anthropique. Ouais, c'est pas rien, mais c'est pas tant que ça, hein. Pourquoi on tape toujours sur l'avion en premier? Ce chiffre est en fait très problématique, et je vais t'expliquer pourquoi. Avec 37,8 millions de vols et 4,3 milliards de passagers en 2018, le trafic explose depuis... Depuis quand, tu sais? J'en sais rien moi, depuis toujours. Exactement. En moyenne, plus 4% chaque année, et même plus 8% pour les années pré-Covid. C'est énorme. Et cette énorme augmentation du trafic a pour conséquence une énorme augmentation des émissions de CO2. Alors si aujourd'hui le chiffre de 3,5% peut paraître pas si énorme, avec plus 4% chaque année, ce chiffre risque d'exploser dans les années à venir. Et là, ce sera encore plus préoccupant.
Deuxièmement, même si 3,5% ça paraît pas excessif, il ne concerne en fait qu'une minorité de la population. C'est pas comme l'agriculture qui profite à tous les habitants. Non, là, seul 10% de la population mondiale prend l'avion chaque année. Et en 2018, 1% de la population mondiale était responsable de 50% des émissions de l'aviation. Ouais, mais bon, ils ont peut-être besoin de prendre l'avion pour le boulot, par exemple. Et tu crois que tous ces voyages sont nécessaires ? D'après une enquête de l'ENPA, 28% des voyages ont un motif professionnel, 22% un motif privé et 49% pour les loisirs. Ça fait 99% tout ça. Ouais, les 1% qui restent, c'est peut-être les gens comme toi qui restent à l'extérieur de l'avion. Je reprends. Les loisirs, tu vas être d'accord avec moi, c'est pas indispensable. Quoique je suis pas sûr d'être d'accord avec moi-même là-dessus. Et pour les motifs professionnels, le Covid nous a montré qu'il n'était pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour une journée de réunion. On a les visioconférences qui marchent. Ouais, mais les avions sont chaque jour plus efficaces énergétiquement parlant. C'est vrai que l'aviation a toujours fait énormément de progrès sur l'efficacité énergétique. Seulement voilà, elle n'a jamais pu compenser l'énorme surplus de trafic chaque année. Et le but aujourd'hui, ça n'est pas de stabiliser nos émissions, c'est de les réduire très fortement. Donc voilà, l'aviation représentait en 2018 3,5% du forçage radiatif. Chiffre qui va exploser dans les années à venir, alors que c'est une minorité de la population qui en profite pour des raisons plus ou moins pertinentes. C'est bien joli tout ça, mais bon, il y a des voyages qu'on doit faire. Et parfois, vaut mieux les faire en avion qu'en voiture, hein. Eh bien, faisons le calcul. Des oiseaux. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'ils foutaient dans le ciel, les oiseaux ? C'est fou ça quand même. Ah, on a des parachutes, j'espère. Non, on ne les a pas. On peut peut-être allumer les bioréacteurs. Tant pis pour la déforestation. Impossible. Oh, je savais que j'aurais dû prendre la voiture. Ici le capitaine. Préparez-vous à l'impact. On va finir dans l'Hudson. T'as pensé à la pollution ? Aux petits poissons ? Je crains qu'on ne puisse atteindre aucune piste. Quand je pense que je commençais à avoir des abonnés. T'es abonné toi à La Biologie fait des vidéos ? Impossible. Non, c'est pas du tout impossible. Hein. T'as juste à créer un compte sur YouTube et c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. On va finir dans l'Hudson. Ouais, j'ai compris. Quelle idée brillante. Tu as une autre idée? Tu veux dire à part les parachutes ? Ah, putain. Ah bah, t'es en vie toi. Je me demandais si t'allais pas clamser sur ce coup-là. Ah bah, je suis content que tu t'inquiètes pour moi. Bon, je crois que c'est le moment de faire le comparatif avec la voiture. Alors il y a pas mal de calculateurs qui existent et qui marchent tous plus ou moins de la même façon. Il faut juste faire attention qu'ils prennent bien en compte les fameux Cirrus. Nous on va utiliser myclimate.org. Avant de faire ce calcul, il faut comprendre comment il est fait. C'est un point de méthodologie hyper important. Dans un premier temps, on donne le trajet qu'on va vouloir faire. Avec ce trajet, il calcule quelle est la distance en prenant en compte les différents détours que les avions font en moyenne. Ils vont jamais totalement en ligne droite. En fonction de ce kilométrage, un type d'avion et de moteur est associé, sachant que les vols long courriers vont être associés à des avions plus gros qui consomment moins par passager et par kilomètre. Ensuite, le calculateur évalue la quantité de carburant brûlé et ajuste l'émission de CO2 en prenant aussi en compte la production et l'acheminement du carburant. Souvent, les avions transportent de la cargaison. Elle est donc soustraite, ce qui nous donne les émissions de CO2 pour l'ensemble des passagers. Mais les avions ne sont pas toujours remplis, donc on prend en compte la moyenne de remplissage pour en déduire l'émission par passager. Le remplissage moyen, c'est 82%. Cette émission peut être encore un peu affinée en fonction du type de siège qu'on choisit. Première classe ou pas, c'est pas exactement le même poids. Et enfin, cette émission par passager est corrigée en ajoutant les effets non CO2 dont on a parlé précédemment. Ça, c'est le point qui n'est pas toujours pris en compte par les calculateurs. Alors il y a plusieurs failles dans ce calcul. La première, évidemment, c'est que tout est fait avec des moyennes. Donc en fonction de votre trajet, vous n'allez pas forcément avoir le même type d'avion, ni le même taux de remplissage de l'avion. La deuxième faille, elle est beaucoup plus importante, c'est la difficulté de prendre en compte les Cirrus. Pourquoi ? Parce que le CO2 va rester pendant des centaines, voire des milliers d'années dans l'atmosphère. Mais c'est pas le cas des Cirrus. Les Cirrus sont en effet hyper forts, mais pendant seulement quelques heures, quelques jours. Il est donc difficile de prendre en compte ces effets.
Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte leurs effets sur un temps donné. Par convention, on regarde les effets sur 100 ans. Mais c'est pas forcément le plus judicieux. On pourrait par exemple regarder sur 20 ans, ce qui paraît pas illogique compte tenu du timing qu'on a. Sur 20 ans, les effets des Cyrus seraient alors beaucoup plus forts. Donc il faut garder en tête que ces calculateurs sont là pour donner un ordre de grandeur, et un ordre de grandeur minimum. Alors on va calculer nos émissions pour un trajet en avion en partant de Nice pour aller à Nantes. En aller-retour évidemment, j'aime bien le soleil, faudrait être fou pour faire que l'aller. On va se mettre en classe économique et calculer. Ça nous donne 0,372 tonnes de CO2. Pour info, il faudrait, pour tenir le réchauffement climatique à 2 degrés, être à environ 2,1 tonnes de CO2 par personne et par an en 2050. On est aujourd'hui à 12 tonnes par an et par personne en France. Voiture maintenant, l'aller-retour Nice-Nantes, ça fait 2300 km. Moi j'ai une voiture essence et je consomme 7,5 litres au 100 parce que je sais que c'est de l'autoroute. Calculé, ça nous donne 0,684 tonnes de CO2. Quoi? Bah la voiture émet plus que l'avion alors. Effectivement, quand on est tout seul dans sa voiture, pour un trajet comme ça, on émet en moyenne plus de CO2 que si on prenait l'avion. Mais garde en tête que les émissions de l'avion sont probablement sous-estimées. Après, dans une voiture, là où en revanche ça devient plus intéressant, c'est quand on est plusieurs. À 2 on divise par 2, à 4 on divise par 4. Merci Einstein. Et là, même en sous-estimant les émissions de l'avion, on est mieux dans une voiture à 3 ou à 4. Bon, l'idéal évidemment c'est de prendre le train. Si on fait ce même voyage en TGV, voilà ce qu'on émet. Vous voyez rien ? C'est normal, c'est tellement petit qu'on ne voit pas. Bon, maintenant, si on regarde les prix et les temps de trajet sur un Nice-Nantes, eh bien l'avion est de loin moins cher et plus rapide. Faut dire que la TVA n'est que de 10% pour les vols intérieurs et 0% pour les vols internationaux. C'est cadeau, un véritable traitement de faveur pour l'aviation. Mais le vrai problème de l'avion, c'est pas tant qu'il émet plus que la voiture, c'est surtout qu'il permet de faire de très très grandes distances. On va pas faire un Paris-New York en voiture. Par exemple, un Paris-New York se fait en moins de 8 heures. Mais sur un aller-retour, vous allez émettre 1,9 tonnes de CO2. Rien qu'avec ça, on a déjà utilisé notre budget carbone de l'année. Si vous voulez faire un trek sur la Cordillère Blanche, ouais, j'ai grave envie, vous allez émettre 3,7 tonnes de CO2. La bonne nouvelle, c'est que ce calculateur vous permet de compenser vos émissions. Vous pourrez par exemple financer des fours pour les femmes au Kenya. Alors je sais pas ce qui me choque le plus dans cette phrase, si c'est l'orthographe de Kenya ou des fours pour des femmes. Non, en fait je crois que ce qui me choque le plus, c'est qu'on puisse compenser nos émissions avec du fric. Ah bah c'est pas trop tôt. Enfin un bateau pour nous ramener sur la terre ferme. Attends, c'est quoi l'empreinte carbone d'un truc comme ça? Quoi? 5,5 tonnes? Et quoi? On rentre à pied? Bah, vas-y, cours Forrest. Bon, récapitulons. L'avion est un moyen de transport pas trop cher, extrêmement rapide, mais qui contribue fortement au réchauffement climatique. En partie parce qu'il émet beaucoup par kilomètre, mais surtout parce qu'il permet de faire des grandes distances. Si vous n'avez pas un voilier comme Greta, traverser l'Atlantique coûtera cher à la planète. Alors en France, Delphine Bateau, mais pas de croisière, et François Ruffin ont proposé de supprimer les lignes qui disposaient d'une alternative en train convenable. C'est bien, mais il faut savoir que 91% des émissions de CO2 en France sont dues à des vols internationaux. Donc c'est une mesure de bon sens, mais pas une mesure significative. BL Evolution propose quelque chose de plus radical. Interdiction de tout vol hors Europe non justifié à partir de 2020. Autorisation de 2 vols aller-retour long courrier par jeunes de 18 à 30 ans. Instauration d'une loterie nationale distribuant 500 000 vols par an. Obligation de justifier de l'intérêt d'un déplacement professionnel. Alors personnellement, ne pas prendre l'avion, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Comment je vais aller faire un trek au Népal ou en Amérique du Sud si j'ai pas d'avion? Peut-être qu'une possibilité, c'est de voyager plus longtemps, mais moins souvent. Regarde ça. C'est quoi? La compagnie aérienne australienne Qantas propose un vol en avion direction nulle part. Ça peut être sympa de voir l'opéra de Sydney depuis le ciel. Mais ouais, mais carrément, ça a l'air génial! Bon, je dois vous laisser, j'ai un avion à prendre. Salut! Pour cette vidéo, je tiens à remercier Julien Marcinkowski pour avoir relu et corrigé mon script. D'ailleurs, si le sujet vous a intéressé, je vous encourage vivement à aller voir sur sa chaîne puisqu'il a aussi publié 2 vidéos sur le sujet qui sont vraiment super intéressantes. Là, vraiment, tous les ingés vous le diront, c'est que c'est de plus en plus dur de réduire la consommation. Ils auraient pu nous faire le voyage de jour quand même. C'est chiant la nuit. Pour rien en fait. Par ici!
ici! Par ici! Au secours, aidez-moi! Par ici! Ici! Au secours! Regardez, 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 regardez! Ace! Oh! Ace! Mais c'est quoi cette lumière là? Regarde, regarde, tu la vois? Je sais pas moi. Laisse-moi dormir. Bon, tu t'es décidé à t'abonner? Oui. Non, nous avons le temps. Mais oui, nous avons le temps. C'est plaisant, j'espère. Tu vas t'abonner maintenant, sinon personne viendra te chercher. Je sais,